Bonjour Sandrine. Bonjour Fred. Allez, c'est parti, on va parler de ton histoire personnelle. Alors, qu'est-ce qui, dans ton enfance, t'a le plus marqué et te définit encore aujourd'hui dans ta façon d'accompagner? Wow. Euh, Mon grand-père maternel, je dirais, qui avait une ferme, qui était un agriculteur avec qui j'étais toujours fourrée. J'allais toujours. T'as appuyé? Ça tourne? Oui, Ok. on reprend. Ouais. Bonjour Sandrine. Bonjour Fred. Alors aujourd'hui, on va parler de ton histoire personnelle. Alors, qu'est-ce qui, dans ton enfance, t'a le plus marqué et te définit encore aujourd'hui dans ta façon d'accompagner? Je pense que c'est mon grand-père maternel parce que c'était un homme bon. C'était un homme grand dans le cœur, qui savait écouter, qui passait du temps avec les autres, qui était hyper empathe, qui était agriculteur, qui avait une ferme, qui était hyper connecté au vivant, qui connaissait ses animaux, qui connaissait toutes ses bêtes, qui connaissait toutes ses parcelles. J'allais ramasser beaucoup les patates avec lui, les asperges. J'allais donner à manger aux lapins. Et moi, c'est quelqu'un qui m'accompagne encore aujourd'hui, qui est mort il y a longtemps. Ça m'a énormément marqué et je lui parle tous les jours en fait. Et moi, ce qui me caractérise dans mon accompagnement aujourd'hui, dans mes accompagnements, c'est vraiment ce côté connecté à la nature, connecté à l'humain, l'empathie. C'est vraiment des valeurs très très fortes chez moi. Et je sais pas faire sans. Euh, et je pense que le job le plus important pour moi, c'est de connecter le vigneron ou la vigneronne à son terroir, à sa vigne, avec son cœur, pas avec sa tête, pas avec toutes les techniques qu'elle a appris, pas avec tout le bagage qu'ils ont, le mental. On est trop dans le mental. C'est redescendre là où ça vibre en fait. Parce que c'est comme ça qu'on fait des vins qui sont authentiques. C'est comme ça qu'on arrive à accompagner cette vigne vers quelque chose de résilient pour elle. Pas en pensant que il faut faire comme ça parce qu'on a appris comme ça dans la peur. Mon grand-père, il était comme ça. Il parlait à ses chevaux. Moi, il m'impressionnait. Enfin, je veux dire, il avait rien. Enfin, il parlait, il avait rien à leur dire. Il avait une attitude qui faisait que le cheval, il obéissait, mais il n'avait même pas besoin d'une cravache ou quoi que ce soit. Il y avait la connexion qui faisait que le lien se faisait automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Là, mon expérience à moi, mon grand-père, à moi, me parlait, m'a toujours dit, tu sais qu'est-ce que c'est la différence entre un tracteur et un cheval? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, le tracteur, tu ne peux pas y parler, au cheval, tu peux y parler. Ça te fait penser à quoi, ça? Est-ce que finalement, tu reviens pas vers des sources où il y a le lien, tu recherches quoi? Le lien, ce lien, c'est quoi en fait? Bah, ce que je recherche, c'est l'unité, c'est-à-dire le tout. Tu prends la même vigne, la même cave, tout pareil, tu mets des humains qui sont différents, il n'y a pas les mêmes choses qui se passent parce que l'humain qui rentre dans cet espace, dans ce système, va changer les choses, va se connecter différemment et ça va donner quelque chose de différent. Donc c'est comment relier le tout pour arriver à ce que bah, l'humain a envie de faire transparaître en fait. Mais la vigne ne bougera pas, la cave ne bougera pas, le raisin ne bougera pas. C'est que l'humain qui va avoir cette espèce de connexion et qui va en faire quelque chose puisque c'est lui qui agit. Mais cette action-là, elle est inconsciente. Les vignerons, ils pensent qu'ils savent, mais en fait, ils savent pas grand-chose. Il y a tellement d'actions inconscientes dans ce qu'ils font, liées à tout ce que leurs ancêtres leur ont transmis, ce qu'ils ont appris, leur peur, souvent leur peur, que le jour où ils lâchent tout ça, et qui se connectent vraiment à ce qu'ils ont envie de faire et qui rentrent en dialogue avec ce végétal, rentrent en dialogue avec ce raisin, mais ça donne des choses magiques. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils prennent du plaisir, c'est nourrissant.
nourrissant pour l'âme, pas nourrissant pour l'ego. Donc ça veut dire que il faut sortir de la mécanique pour aller vers un esprit beaucoup plus libre. Oui, la vraie liberté, c'est laisser faire le tout et comprendre qu'on n'est pas tout seul et qu'on ne peut rien maîtriser. On a zéro contrôle. Et la technique, c'est ok, moi je m'en sers tous les jours, mais c'est des automatismes, mais c'est rien comparé à tout le reste en fait. Rien. On va changer de question. Sandrine, peux-tu raconter un moment où tu t'es senti complètement en compte courant du système? Tout le temps. Moi, je me suis jamais sentie dans le courant du système parce que j'avais toujours l'impression d'être en décalage. Déjà, petite, j'étais très timide. Je préférais dormir dehors, dans la niche du chien, que dormir avec les humains. Avec mon frère notamment, qui avait un an de moins que moi. Quand tous mes potes sortaient, moi, je préférais rester seule, m'isoler et faire du cheval parce que c'est pas que j'aime pas les humains, c'est que c'était trop pour moi. Il y avait trop d'informations. J'étais tellement connectée aux gens que j'avais tendance à sentir leur mal-être, tout ça. Et je rentrais chez moi, j'étais épuisée. Donc, en fait, je savais pas quoi faire de ça. Mais alors, j'en parle maintenant, mais j'en avais absolument pas conscience à l'époque. Mais finalement, ça me donnait pas envie d'y aller. Quand j'ai eu mon premier job aussi, où j'avais des méthodes qui étaient complètement à contre-courant de mes autres confrères, euh, j'ai toujours eu l'impression d'être à contre-courant. Et en même temps, c'est moi. Donc, je l'assume depuis pas longtemps, mais le contre-courant, moi, c'est ma vie. C'est toute ma vie, en fait, le contre-courant. Ça porté des préjudices? Plein. Et oui, puisqu'on est dans un monde d'humains et que jusqu'à il y a pas longtemps, ça s'arrange un peu, mais c'est encore ça, c'est le groupe qui prime. C'est il faut adhérer au groupe, il faut adhérer à des normes, il faut adhérer à des dogmes, et ça rassure. Il faut être habillé pareil. Quand je suis allée faire mes études à Strasbourg, je me souviens, moi je suis arrivée là-bas, j'avais une manière de m'habiller, j'adorais la mode, et j'étais une des rares étudiantes à bosser, et donc j'avais l'équivalent d'un salaire. Moi, je m'étais toujours dit, moi, je veux vivre ma vie et je veux avoir besoin de personne. Donc à 18 ans, je bossais. Et donc quand je suis arrivée en études à Strasbourg, j'avais de l'argent. Donc j'avais des belles fringues et j'aimais m'habiller. J'aimais plaire aussi, mais surtout m'habiller. Et donc j'étais vachement jalousée des nanas de ma classe qui me critiquaient, qui disaient que j'étais une aguicheuse. J'aimais danser, j'aimais vivre, et ça m'a vachement fait mal en fait d'avoir ces critiques. Parce qu'après, elle venait te voir en te disant ah ouais, finalement t'es une nana intelligente parce que j'avais des postes à responsabilité, parce que j'arrivais dans la vie, parce que voilà. Mais mais j'ai toujours été à contre-courant. Donc j'étais souvent rejetée. Euh, j'ai été souvent avec des personnes qui étaient en dehors des normes. Donc on se reconnaissait un petit peu comme ça. Quelle blessure ou croyance t'a le plus freiné dans ton parcours? Ma croyance, c'est qu'il fallait que je sois sympa pour être aimée et de pas frustrer les autres, les parents notamment, pour être aimée. Donc du coup, je me suis jamais positionnée. Donc j'ai toujours dit oui à tout. J'étais sympa avec des gens qui n'en valaient pas la peine. J'ai fait confiance à des gens où j'aurais jamais dû. J'ai aidé des gens qui m'ont écrabouillé la tête. J'ai perdu énormément de temps en fait. Ouais, ça m'a vraiment, vraiment. Et en même temps, j'ai appris. À force de reprendre des tartes à chaque fois, ben, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose qui va pas. Et du coup, ben, ça m'a quand même fait cheminer. Et très très tôt, du coup, j'ai commencé à faire un travail sur moi. À partir de, je dirais, 2008. Donc ça fait quand même un moment
où je me suis dit, il y a un problème. Je recommence toujours les mêmes trucs, je vis toujours les mêmes frustrations, à un point où j'avais quasiment plus envie de vivre, en fait. C'était des périodes très difficiles pour moi où je me demandais ce que je foutais là. C'est-à-dire que, allô, pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le sens de ce que je suis en train de faire? J'avais plus envie d'être là, quoi. J'avais envie qu'on m'emmène dans les étoiles et plus penser à rien. Alors, si tu devais décrire ton premier grand échec comme vigneron onologue, ça serait lequel et qu'est-ce que tu en as tiré? Je vis rien comme des échecs. Malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai pas vraiment d'échecs. Alors sur le coup, je dirais quand ça s'est fini dans mon premier job à l'ICV, où je pensais arriver à négocier une rupture conventionnelle et qui m'applique pas la clause de non-concurrence. Et là, je me suis pris un mur. On m'a dit, mais en fait, on va te bloquer parce que, en gros, on veut pas que tu nous piques nos clients. Et moi, je voyais pas du tout ça comme ça. Je me suis dit, mais les clients veulent bosser avec moi, donc je travaille un an pour vous. C'est ce que je leur ai proposé. Donc, j'achète ma clientèle quelque part. Et au bout d'un an, je vous garantis que je ramène les analyses chez vous. Mais là, on m'a hurlé dessus en me disant, mais n'importe quoi, c'est hors de question. Donc, on m'a appliqué cette clause. Pendant un an, je ne pouvais pas travailler. Ils m'ont fait la misère. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement d'œnologues comme moi qui sont partis de ces structures, de cette structure, qui ont pris la clientèle parce que tout le monde m'a suivi, enfin la majorité. Aujourd'hui, ils font confiance et ils permettent aux œnologues qui partent de racheter la clientèle de cette manière-là. Et donc moi, j'ai écumé pour tous les autres. Mais bon, moi, ça m'a permis de prendre du temps. Cet échec, qui sur le papier a une tronche d'échec, pour moi, ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir à ce que j'avais envie, comment j'avais envie de le faire, avec qui j'avais envie de travailler, parce qu'il y a des clients qui sont venus me voir avec qui j'avais pas envie de travailler, plus envie, à ma valeur, à combien vaut ma valeur, est-ce que je me mets au même prix, est-ce que j'augmente mes prix, tout ça. Donc finalement, pour moi, il n'y a rien qui est négatif. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a juste des expériences qui te font grandir. Et celle-là, elle a été violente, mais hyper salvatrice. Et j'en suis sortie, mais vraiment grandie. Sur le coup, non, bien sûr que non. Mais avec les années, je regrette rien. Quelle personne t'a le plus influencé dans ta vie et pourquoi? Il y en a eu plein. Plein. J'ai eu beaucoup de... Je dirais le premier, c'est mon père, dans ses silences, parce que c'est grâce à lui ou à cause de lui que je suis dans le vin, parce que c'était mon seul moyen d'échange avec lui, le vin, parce qu'il adorait ça et je n'arrivais pas à rentrer en communication avec lui parce que c'était un homme très discret, peu démonstratif, qui va pas te taper la causette, te dire qu'il t'aime, te prendre dans ses bras. Et donc j'avais ce truc-là de cet homme mystérieux qui était mon père. Et après, bizarrement, sur tout mon parcours, j'ai eu des hommes, beaucoup d'hommes, j'ai eu des hommes jusqu'à il y a 3-4 ans, et après ça a été des femmes, mais j'ai eu beaucoup d'hommes qui ont été des mentors pour moi. J'en ai eu plusieurs quand je suis arrivée à Cahors. Le chef de culture du château La Grisette, qui était Guy Pradel, qui m'a pris sous son aile, qui m'a appris tout ce que je sais sur la viticulture. Il m'appelait la paysanne. J'étais toute la journée avec lui. Il m'a tout appris de ce que je sais en viticulture. Après, j'ai eu celui qui m'a formée quand je suis arrivée à l'ICV, que j'ai remplacé, Marc Auclair, que je ne vois plus aujourd'hui, mais qui m'a pris sous son aile, qui m'a introduit dans le Pic Saint-Loup, qui m'a expliqué tout ce que je sais aujourd'hui. Après, on a des
point divergent parce que j'ai eu besoin d'avoir ma propre identité et il y avait des choses où on était en désaccord, mais ça m'a vachement aidée d'avoir cette personne qui me prenne sous son aile. Après, j'ai eu Alain Kligenfus qui a été là pour me permettre de faire mon diplôme national d'œnologue, puisque on voulait pas de moi en œnologie. Enfin, il fallait être fils ou fille de vigneron à l'époque, en 2001. Donc moi, fille de médecin et infirmière, j'avais beau avoir des bonnes notes, on me disait toujours non, non, recalé, recalé, tu rentres pas en déno. Et moi, c'était ma passion. Je voulais faire du vin, je voulais travailler dans le monde du vin. Et lui, il m'a dit, ben, je vais t'aider, on va aller les voir, on va leur dire que tu vas travailler pour moi et ils vont te prendre. Donc lui, il m'a jamais lâché. Et puis, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais eux, ils m'ont beaucoup marqué. C'est des hommes très importants dans ma vie. Et après, j'ai fait le choix d'aller vers des femmes inconsciemment, peut-être pour rééquilibrer, qui m'ont aidé, qui m'ont mentoré sur plutôt le perso et le pro récemment. Tu dis souvent que tu as un rapport avec la nature qui est important pour toi. Comment ça a évolué de tes 20 ans à aujourd'hui, ce rapport avec la nature? J'ai appris à communiquer avec cette nature parce qu'au début, j'étais dans des ressentis, des perceptions. J'en avais besoin, c'était vital, c'était. Faut savoir que quand j'ai fait mon doc de bio, j'ai fait option botanique, donc je connaissais toutes les plantes par cœur, elles me fascinaient, leur dessin, leur physiologie, leur fonctionnement, leur génétique. J'étais mais fascinée par les plantes. Et après, quand je suis arrivée dans la vigne, ce que je comprenais pas, c'est à chaque fois, j'avais besoin d'aller dans les vignes pour me sentir bien. Et après, j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué comment rentrer en relation parce que je me disais, mais t'es complètement folle, tu vas pas parler à une vigne. Et finalement, c'est ce que j'ai fait à longueur de temps. C'est des êtres vivants et elles ont un langage et c'est comme ça que je vis avec la nature. Alors, ça peut être les vignes, ça peut être les arbres, ça peut être toute forme de vie. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'anime et je leur pose toujours des questions. De quoi tu as besoin? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Et j'ai tout le temps des réponses. Alors ça peut paraître complètement dingue, mais c'est comme ça que je communique. Et notamment dans mes accompagnements où je peux me connecter à une parcelle ou à des pieds de vigne et avoir des infos sur quand elles ont été plantées, ce qu'elles ont vu passer sur ces parcelles, ce dont elles ont besoin. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi, en fait. Donc, j'en parle pas trop, parce que ça peut faire peur. Mais pour moi, on peut autant parler à un humain qu'à un végétal, qu'à un minéral. C'est assez perturbant à dire, mais pour moi, c'est ma vie, en fait. C'est comme ça que c'est mon univers est comme ça. Donc aujourd'hui, tu l'assumes ça? De plus en plus, après, dans mes accompagnements, j'aimerais pouvoir même le transmettre à mes clients et à mes futurs inscrits à mes formations. J'aimerais bien carrément bâtir une formation pour apprendre aux vignerons et vigneronnes à rentrer en communication avec leurs vignes, avec leurs parcelles, mais j'ose pas encore parce que j'ai peur que ça soit perçu comme un truc complètement ésotérique alors que ça ne l'est pas du tout en fait. Est-ce que on sait que les végétaux émettent des fréquences et je crois qu'il y a eu des études faites là-dessus où où on voit on place différentes personnes face à un arbre et les fréquences de cet arbre bougent. Enfin, en tout cas, n'est pas la même. Donc finalement, est-ce autant ésotérique que ce qu'on dit? Non, mais j'ai l'impression, enfin, c'est peut-être une croyance de ma part, c'est
de pouvoir le prouver scientifiquement me rassurait dans le sens où je paraîtrais plus crédible parce que ce que je vis, c'est complètement empirique, comme tu dis. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé avec des personnes qui ont cette connexion, qui s'en servent pour lire l'inconscient des humains et à dialoguer avec les plantes. Et j'ai été formée, donc j'ai eu de la méthodo là-dessus. Mais de la transmettre, s'il y avait un petit peu de scientifique, ça, je pense que ça appuierait un petit peu mon discours. Et après, finalement, pour moi, l'important, c'est le résultat. C'est-à-dire que quand je vais dans une vigne de Grenache, le Grenache a énormément besoin de présence. Le Grenache, à chaque fois que je vais dans une parcelle de Grenache, c'est un cépage qui a besoin qu'on vienne le voir souvent. Il est très affectif. Et comment je peux expliquer ça à un vigneron? Donc, il n'y a pas la même attention à mettre sur un Grenache qu'une Syrah. La Syrah, elle aime qu'on la laisse courir. C'est un cépage haut, elle a besoin de s'exprimer dans l'espace et elle aime pas qu'on la restreigne. Et ça, c'est des choses qu'elle me raconte et, j'aimerais pouvoir le transmettre, mais je sais pas comment m'y prendre pour que ça soit pas pris. Donc, l'important pour moi, c'est le résultat, c'est-à-dire que ce que me transmettent ces vignes, je le transmets aux vignerons ou aux vigneronnes pour qu'elles agissent d'une certaine manière en termes de taille, en termes de palissage. Mais pour moi, l'important, c'est le résultat. C'est pas de dire, ok, telle parcelle, elle m'a dit ça. Ça, c'est pour me faire mousser, parce que je pourrais le faire tout le temps. C'est de quoi a besoin ta vigne, je vais te dire de quoi elle a besoin, allez, on met ça, ça, ça en place. Et après, on a un résultat. Donc, je le fais sans expliquer vraiment le cheminement que j'entends avec le dialogue que j'ai avec la vigne. Donc, j'arrive au résultat, mais je fais un peu la traduction pour arriver on va dire, à la technique à mettre en place ou aux manipulations à mettre en place pour pouvoir y arriver. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Pour moi, c'est très clair, très très clair. Je crois qu'il te reste à prouver tout ça, à montrer tout ça et à y faire évoluer cette technique avec comment parler aux plantes. Ça serait bien, ouais. Après, comme je te dis, pour moi, ce qui est important, c'est que le vigneron mette les bonnes pratiques agronomiques en place pour arriver au résultat. Est-ce que c'est important de lui apprendre à communiquer avec son végétal? Est-ce qu'il a envie de prendre ce temps-là pour apprendre? Est-ce qu'il a le temps de le faire? C'est ça mes questions. Moi, pour l'instant, je fais l'intermédiaire. J'ai ce dialogue facile avec le végétal, avec la vigne. Donc finalement, c'est des questions que je me pose. Est-ce qu'il aura vraiment envie de prendre ce temps pour communiquer lui-même avec sa plante? Je l'espère. Après, quand je vois le métier de vigneron, ça peut être très prenant et peut-être qu'il n'a pas vraiment le temps d'apprendre. Donc, on t'appelle la femme qui murmurait aux oreilles des végétaux. On pourrait, ouais. Mais je le fais tout le temps en fait. On va parler de ton fils. Ton fils a tout changé. En quoi concrètement? Mon fils, c'est la première fois de ma vie où je me suis positionnée, où j'ai dit j'aurai cet enfant, je veux cet enfant. Il incarne la vie et ça va être magique en fait. Et avant, j'écoutais les uns et les autres me dire ce que je devais faire en fait de ma vie. Là, c'est moi qui ai décidé. Et on a une relation très particulière. Il est très connecté, on est très proches. Il a ce côté très artistique. Et tous les jours, il me montre ce que j'ai à travailler. Tous les jours, il me renvoie à moi-même. Donc, on n'a pas une relation fusionnelle, parce que ça, je veux pas. Je suis là pour l'accompagner, mais il me le rend bien, parce qu'il me montre à chaque fois quand je suis dans le déséquilibre, quand je suis pas dans le cœur, quand je suis triste.
il sait parfaitement me le renvoyer. Et c'est un cadeau, cet enfant. Hmm. On va parler des choses qui sont pas forcément agréables à rappeler. T'as eu des moments, t'as eu des moments très sombres. Et comment tu t'en es sortie plus forte de ces moments-là? Alors ouais, j'ai eu des moments très très sombres, très très durs, et je crois que j'ai accepté d'aller au fond. J'ai touché le fond plein de fois. Et je crois que tant que tu n'acceptes pas de toucher le fond et d'aller gratter la merde, tu peux pas remonter. Parce que tu restes en surface et tôt ou tard, ça te pète à la gueule. Donc moi, j'ai vraiment accepté ça. Je suis descendue très bas. Je me suis aidée beaucoup, mais j'ai accepté de descendre parce que c'est un travail personnel. Personne ne peut le faire à ta place. Et, euh, et je regrette pas parce que ça fait celle que je suis aujourd'hui. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce qui nous arrive est écrit. Tout. Exactement tout. Peux-tu me donner 3 mots clés pour résumer ton parcours? Hmm. Essai-erreur. J'ai essayé des milliards de trucs, je me suis plantée des milliards de fois et j'ai recommencé des milliards de fois et j'ai appris. Euh, la connexion, parce que j'ai toujours eu l'impression d'être connectée à plus grand que moi, à plus grand que les humains. Et je dirais la créativité aussi. Je suis quelqu'un qui n'arrête pas de créer dans sa tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis une éternelle créative. Mon cerveau est tout le temps en ébullition. Au début, je pensais que c'était pas bien. Et j'ai compris que c'était important pour moi d'être nourrie par toute cette créativité, toutes ces rencontres, tout ce que je lis, tout ce que je vois. Et ça m'alimente et c'est important.